Tu vas me dire, mais quel rapport avec le podcast du jour? Mais je vais quand même te poser la question. Voilà, tu me Laure, fais peur. Qu'est-ce que tu vas me dire? non, t'inquiète pas. Alors Laure, est-ce qu'il t'arrive de regarder des émissions de télé-réalité ou des jeux télévisés? Bienvenue sur L'humain à cœur du digital, le podcast où des experts de l'informatique et du digital partagent leurs conseils et solutions pour aider les dirigeants d'entreprise, DAF, DSI, RH et autres décideurs à mieux comprendre et adopter le concept du numérique. Notre objectif, vulgariser des sujets complexes pour en faire des leviers accessibles de rentabilité et d'efficacité. Alors, si tu te reconnais dans ces explications, abonne-toi pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Et en attendant, place à l'épisode du jour et bonne écoute à tous! Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast L'humain à cœur du digital. Aujourd'hui, je reçois Lucie Auger, ancienne chargée RH et actuellement consultante RH. Salut Lucie, tu vas bien? Salut Laure, ça va super, merci et toi? Ouais, ça va super, merci. Alors Lucie, aujourd'hui on va parler d'un gros sujet RH, le contrat de travail. Effectivement, vaste sujet. Vaste sujet que tout le monde connaît, mais on ne maîtrise pas forcément tous les éléments et tous les rouages du contrat de travail. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que tu puisses nous éclairer et nous apporter un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Ok, bah écoute, avec plaisir. T'es C'est prête? parti. Ok, super. Et bien déjà, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le contrat de travail? Oui, eh bien figure-toi Laure que pour te donner une définition du contrat de travail, il va falloir s'intéresser à la jurisprudence et à la doctrine. Pourquoi? Parce que le Code du travail ne donne pas aujourd'hui de définition précise de ce qu'est le contrat de travail. Donc la D'accord. jurisprudence et la doctrine définissent le contrat de travail comme étant une convention par laquelle une personne physique, donc le salarié, s'engage à mettre son activité à disposition d'une personne physique ou morale, donc à savoir l'employeur, et ce, moyennant une rémunération. Donc finalement, pour faire plus simple, pour qu'il y ait contrat de travail, il va falloir y avoir la réunion de 3 éléments. Donc le premier élément, ça va être les deux parties, donc l'employeur et l'employé, avec l'exécution d'une prestation, ou si tu préfères, la fourniture d'un travail. Ok. L'exécution de cette prestation, elle va devoir être sanctionnée par une rémunération, c'est ce qui va constituer le deuxième élément. Et troisième élément, pour qu'il y ait reconnaissance du contrat de travail, il va falloir y avoir un lien de subordination. Ok. Par contre, je ne sais pas ce qu'est le lien de subordination, donc est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, eh bien rien de plus parlant qu'un exemple pour illustrer mes propos et que tu comprennes bien ce qu'est le lien de subordination. Tu vas me dire, mais quel rapport avec le podcast du jour? Mais je vais quand même te poser la question. Voilà, tu me Laure, fais peur. Qu'est-ce que tu vas me dire? non, t'inquiète pas. Alors Laure, est-ce qu'il t'arrive de regarder des émissions de télé-réalité ou des jeux télévisés? Alors oui, j'ai regardé en tout cas des émissions de télé-réalité dans ma jeunesse. Ok, et est-ce que l'émission de télé-réalité L'île de la Tentation te dit quelque chose? Ça en faisait partie. Ok. Eh bien, figure-toi qu'il y a quelques années, des participants à l'émission L'île de la Tentation ont demandé la requalification de leur convention de participation en un contrat de travail. Et la Chambre sociale de la Cour de cassation leur a donné raison. Effectivement, elle est venue requalifier le lien qui les liait entre eux et l'émission de production. Ok. Elle est venue requalifier effectivement ce lien de contrat de travail. Pourquoi? Parce qu'elle est venue reconnaître l'existence d'un lien de subordination. Donc pourquoi effectivement les participants avaient demandé cette requalification? Ils estimaient en fait être soumis à des obligations, des contraintes horaires et aussi des directives qui étaient imposées par la production. Et ça, ce sont effectivement des caractéristiques qui viennent composer l'essence même du lien de subordination. Ok. Eh ben, j'aurais jamais pensé que les candidats de l'île de la Tentation étaient en fait des salariés. Merci de m'avoir éclairé Comme là-dessus. quoi, je t'en prie. On va revenir sur la partie contrat de travail. Est-ce qu'il est obligatoire ce contrat? Alors, la seule obligation que le Code du travail nous précise aujourd'hui, c'est l'établissement d'un contrat de travail écrit, mais uniquement pour les CDD. D'accord. Effectivement, le CDD, c'est un contrat de travail qui est régi par des dispositions particulières. Mhm. Donc, si CDI il n'y a pas forcément obligatoirement besoin d'un écrit. Donc, s'il n'y a pas d'écrit, ça veut dire que le CDI peut être oral. Et s'il est oral, par contre, il sera forcément CDI à temps plein. Mhm. Donc,
soit 35 heures, la durée légale du travail en vigueur en France. Ok, merci. Quelles sont les clauses qui doivent figurer sur le contrat de travail? Alors, comme le contrat de travail n'est pas forcément écrit, Mhm. on n'a pas d'article qui nous impose effectivement des clauses obligatoires. D'accord. Néanmoins, on va retrouver ce qu'on appelle des clauses principales. Parmi les clauses principales, on va notamment retrouver la dénomination des parties, la qualification, la fonction avec toutes les informations concernant Le poste. le poste, voilà, Mhm. l'échelon, les différents grades. Mhm. Et également, parmi les clauses principales, les éléments qui viennent composer la rémunération. Donc, qu'on parle effectivement de rémunération fixe ou de rémunération variable ou encore de commission quand on se retrouve face à une population de commercial. Ok. Alors moi, tu l'as pas cité, mais j'imagine qu'elle est également dedans, hein. J'aime partir en vacances. Donc du coup, les congés font partie des clauses à Oui. intégrer. Effectivement, parmi les clauses principales qu'on retrouve dans les contrats, les clauses relatives aux congés et aux jours de repos figurent parmi ces clauses principales. Donc, on va retrouver notamment dans ces clauses les modalités, non seulement en termes d'acquisition de ces jours de congés de repos, mais aussi les modalités qui encadrent la prise de ces congés. Ok. Et est-ce qu'il y a des notions sur lesquelles il va falloir que les salariés et les employeurs soient attentifs au moment de la mise en place d'un contrat de travail? Oui, alors côté employé, on conseille en général, lorsqu'on se retrouve face au contrat de travail écrit, de venir vérifier qu'il y ait bien une concordance et une reprise des éléments entre ce qui avait été dit lors de l'entretien d'embauche ou dans la rédaction de la confirmation d'embauche, s'il y en avait une. Donc on va notamment vérifier la concordance des éléments qui concernent la dénomination du poste. Donc s'il n'y avait pas de confirmation écrite d'embauche, on va s'assurer que la dénomination du poste qui figure sur le contrat de travail, c'est bien la même que celle qui figurait dans l'annonce, l'offre d'emploi à laquelle on a postulé, pour laquelle on a été retenu. Je vois, ouais. On va également vérifier que les missions, le descriptif des missions qui figurent dans le contrat de travail sont bien celles pour lesquelles on a eu des discussions lors de l'entretien. Et on en parlait avant, les éléments de rémunération. Donc on vérifie bien effectivement que les éléments de rémunération dont on avait parlé lors de l'entretien d'embauche ou qui ont été éventuellement écrits dans une confirmation d'embauche soient bien repris à l'identique dans le contrat de travail et qu'il s'agisse aussi bien de rémunération fixe, de rémunération variable ou de calcul de commission pour une population de commercial. Ok. Et côté employeur, du coup? Alors, juste avant de passer au côté employeur, je repense encore à une dernière chose côté employé. Bien entendu, une fois qu'on se retrouve face au contrat avec toutes les clauses qui le composent, on lit entièrement le contrat de travail. Tu as raison, j'aurais dû le préciser, mais en effet, il vaut mieux lire le contrat de travail. Et ça ne vaut pas que dans le monde du travail. Pour n'importe quel contrat qu'on est amené à signer, que ce soit chez ta banque ou auprès d'un opérateur, on lit toujours effectivement le contrat. Donc parfois, il arrive effectivement, en tant que salarié, on se retrouve face à une multitude de clauses et parfois face à des éléments qui ne nous sont pas forcément familiers. Donc, il n'y a jamais de mauvaise question. Là, on prend son téléphone, on vient toquer à la porte de son service RH et on demande effectivement des explications. Et le service RH sera effectivement toujours là pour y répondre et éclaircir effectivement les points qui ne seraient pas clairs. Ok, donc vous, salariés, bien lire le contrat. Faites-vous aider si jamais vous en avez besoin. C'est les conseils que Lucie peut vous apporter. Voilà. Et côté employeur, du coup? Et côté employeur, on va surtout s'assurer qu'on n'indique pas dans le contrat de travail d'éléments qui soient contraires au code du travail ou à la convention collective en vigueur dans l'entreprise. Et donc, il y a un principe fondamental, parce qu'il n'y a pas en tant que tel de convention, pas de convention, mais de clause qui soit reconnue comme interdite. Mais le principe fondamental, ça va être pas de clauses qui soient contraires en fait à l'ordre public ou au droit fondamental du salarié. Ok. Je te donne un exemple. Si un jour un salarié voit apparaître dans son contrat de travail que en cas de grève, une sanction sera appliquée, là clairement c'est un red flag, c'est effectivement une mention qui est interdite puisque c'est un droit fondamental qui est donné, l'exercice du droit de grève. Ok, donc bien faire attention à ce genre de choses, que ce soit les employeurs mais également les salariés. C'est ça. Ok. Est-il possible de le dématérialiser et comment on peut faire ça? Oui, alors il existe aujourd'hui pas mal de solutions en matière de gestion des ressources humaines sur le marché qui permettent
eh bien, de dématérialiser, d'automatiser cette partie rédaction de travail. Et on va même aller aussi plus loin avec la mise en place de la signature électronique de ce contrat de travail pour effectivement s'affranchir du papier au maximum. Et Ok. justement, chez OCI, nous utilisons une solution en interne. On est propre éditeur de notre solution qui s'appelle ORH et qui va permettre effectivement aux professionnels de la fonction d'automatiser en fait la rédaction de ces contrats de travail sur la base en fait de modèles qu'on vient prédéfinir. On peut aussi mettre des règles d'automatisation du type si dans la dénomination du salarié, le numéro de sécurité sociale, ça débute par 1, et bien du coup, ça sera un homme. Et si c'est une femme avec le numéro 2, on va pouvoir féminiser les clauses du contrat de travail. Donc ça, c'est un gain de temps réel, l'automatisation de la rédaction du contrat avec les différentes clauses. Et en plus de ça, on va pouvoir lancer le process de signature électronique en définissant autant de signataires dont on a besoin, donc principalement deux, un signataire interne en entreprise et le signataire externe, le salarié. Le salarié qui va entrer dans l'entreprise, du coup. C'est ça, exactement. Ok. Tu as déjà un peu donné des pistes pour ma prochaine question, mais selon toi, quels sont les avantages de mettre en place la dématérialisation? Eh bien, le premier, ça va être, sans surprise, l'abandon du papier et une réduction des coûts d'affranchissement qui vont avec. Donc là, effectivement, plus besoin d'affranchir les plis postaux qu'on envoie. Un des autres avantages, eh bien, ça va être fini les galères que le papier engendre. Typiquement, un RH, souvent, on a les retours des contrats papier, mais on s'aperçoit que le salarié a oublié une paraphe sur l'une des pages ou a oublié la mention manuscrite lue et approuvée. Du coup, on doit renvoyer les 2 exemplaires pour que ça revienne. Donc, c'est un petit peu Une perte de pénible. Voilà, c'est une temps perte de et temps, effectivement. L'avantage aussi, en mettant en place un process de signature électronique, ça va être effectivement de permettre la signature facilement par exemple du DG, souvent qui n'est pas présent sur site. Ouais. Donc on se retrouve avec les contrats papier, mais il est en déplacement et parfois avec les CDD, on se retrouve contraint effectivement de faire signer dans la remise du contrat de travail dans les 48 heures sur une requalification en CDI. Donc là, effectivement, c'est facilité. On a accès effectivement depuis la plateforme à la signature depuis un téléphone ou l'interface web. C'est une solution qui existe en SaaS, donc accessible depuis n'importe quel moteur de recherche. On s'évite en fin d'année toutes les joyeusetés relatives au classement. Donc là, plus besoin effectivement d'archiver. On retrouve à tout moment effectivement le document sur la plateforme. Donc si on est plusieurs dans le service RH, qu'une des collègues n'a pas classé le document papier, là, pas de souci, c'est dématérialisé. Tout le monde a accès à l'information depuis n'importe où et en temps réel. Donc, il y a vraiment un gain de temps pour l'ensemble des collaborateurs qui vont traiter le contrat et pour le service RH qui va le suivre et le classer de son côté, quoi. Ouais. Ok. Tu as un petit peu parlé de la partie signature. Quelle est la valeur légale au niveau de cette partie-là? Oui, eh bien, la valeur légale aujourd'hui, c'est exactement la même que pour une signature manuscrite. Donc, on reconnaît effectivement cette valeur de signature électronique au même titre que la signature manuscrite. Donc, on se décharge complètement du contrat de travail papier au profit de la signature. Donc il y a vraiment une valeur probante et en utilisant la solution RH, on dispose également d'une piste d'audit fiable qui va permettre effectivement de suivre les différentes étapes, c'est-à-dire l'envoi du mail auprès du salarié qui contient le lien avec le contrat de travail pour signature. On pourra même recenser le jour et l'heure à laquelle il ouvre l'email. Ok. Et derrière, on peut définir le workflow de signature qu'on souhaite. Si effectivement, c'est plutôt le salarié qui signera en premier et ensuite le DG ou inversement. On peut rajouter aussi, comme je te le disais, autant de signataires qu'on le souhaite dans le process. Et un des autres avantages de passer à cette signature électronique via une solution, c'est aussi que les relances se font de manière automatique. Donc là, effectivement, s'il n'y a pas eu de signature, c'est du paramétrage. Pendant, admettons, 2 jours après l'envoi du mail, il y a un nouveau mail qui se génère. Monsieur Dupont, on est encore en attente de votre signature pour le contrat de travail. Donc là, pareil,
c'est du suivi, une gestion qui est facilitée pour le service RH. Il n'y a plus besoin de faire des emails de relance qu'on écrit soi-même ou de prendre le téléphone et de relancer. Ça se génère automatiquement pour nous. Ok, merci pour ces informations. Quels conseils tu pourrais donner aux entreprises qui souhaitent mettre en place la dématérialisation? Enfin, quelles seraient les choses à envisager pour que ça fonctionne bien? Eh bien, le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'y aller par étapes. Peut-être pas être trop ambitieux dès le début, surtout si aucun process n'était dématérialisé. Et c'est l'avantage aussi de la solution RH, c'est que c'est une solution modulaire. Donc, j'en ai pas parlé, mais au-delà du contrat de travail et de la signature électronique, on propose d'autres fonctionnalités aussi. Qu'on évoquera au fur et à mesure. Donc, d'y aller par étapes. On n'est pas obligé de prendre tous les blocs d'un coup. Donc, si on souhaite effectivement dématérialiser d'abord nos contrats de travail et la signature électronique ou les bulletins de paye, c'est possible. Par étapes, faire le projet avec différents steps. Toujours faire effectivement un état des lieux. On se pose, on définit effectivement ce dont on a besoin, ce qui est lourd aujourd'hui en termes de suivi papier. Effectivement, si on peut améliorer un process et le faciliter. Donc, on n'est pas obligé de reproduire à l'identique. On va dire qu'en passant à la dématérialisation, c'est un peu une étape de renouveau. Donc, pas obligé de faire un copier-coller des process qu'on avait à l'écrit pour les retranscrire en démat. Je donne un exemple. Je ne sais pas, il y a par exemple 3 signataires qui doivent intervenir. Le salarié, le responsable et le DG. Bon, on se dit peut-être c'est peut-être un peu lourd de signataires en interne. Pourquoi pas dématérialiser et se limiter en passant effectivement à un signataire en interne. D'accord, ouais. Donc revoir ces process en fait aussi en amont pour que ça se... Le faciliter au maximum, voilà. Ça s'optimise au mieux avec la dématérialisation. Simplifier au maximum et éviter effectivement les étapes qui alourdissent les process. Donc par étape, faire un état des lieux, simplifier au maximum. Et également, un dernier point que je pourrais conseiller, c'est de bien définir son chef de projet et les parties prenantes au projet. Ça, c'est hyper important. Ça permettra effectivement aux consultants qui accompagnent l'entreprise pour le déploiement d'une telle solution de bien savoir avec quels intervenants il va effectivement participer au projet. Et c'est très important de définir un leader dans le projet qui sera capable effectivement d'arbitrer sur les éventuelles fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place ou remaniement. Et qui permettra ensuite de pouvoir accompagner ces équipes au fur et à mesure, une fois que la mise en place sera faite. C'est ça. Et aussi bien communiquer en interne, puisque la clé, ça reste la communication. Ça, c'est sûr. Et effectivement, des évolutions sont, on va dire, mieux acceptées si on communique bien. On ne se retrouve pas du jour au lendemain, effectivement, en disant, voilà, avant c'était papier, maintenant c'est... vous recevrez un mail et vous aurez le lien. Donc, bien, effectivement, expliquer le process et puis l'amener vraiment comme un avantage. On offre vraiment aux salariés des fonctionnalités nouvelles et dans l'air du temps. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi, Laure. Tu nous as transmis de précieux conseils par rapport à cette partie-là. Et on vous dit à bientôt dans notre podcast L'humain à cœur du digital. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut, Laure. Vous avez apprécié ce moment? Alors laissez-nous un commentaire, un avis ou partagez cet épisode autour de vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital.